Voyons ce que c'est qu'une matrice de passage dans le cadre de la libération d'un degré de liberté. Lorsqu'on libère un degré de liberté, par exemple, comme le boulon mal serré qu'on avait dans le TP1, ou la charnière qu'on venait simuler, ce qu'on vient faire, en fait, c'est qu'on vient faire en sorte que les efforts vont pas passer d'un élément à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on va venir implémenter ça mathématiquement, venir faire respecter cette condition-là de charnière ou de degré de liberté libéré? Ça va être à l'aide d'une matrice de passage. Donc, afin d'établir nos fondations, là d'où on va repartir, ça va être la formulation d'un élément dans son repère local. Donc, dans son repère local, on a la matrice de rigidité fois les degrés de liberté qui est égale aux forces qui s'exercent sur cet élément-là. Et ce qu'on va venir dire, en fait, c'est qu'on va venir réexprimer les degrés de liberté de notre élément en fonction de degrés de liberté maître et de degrés de liberté esclave. Où ici, les maîtres sont rattachés à la structure, puis les degrés de liberté esclave, ils sont relâchés. Donc, on vient réexprimer la formulation de notre élément dans son repère local et on vient remplacer les degrés de liberté, tous les degrés de liberté de notre élément par une séparation des degrés de liberté maître et des degrés de liberté esclave. Et de par cette même séparation-là, on va exprimer des forces qui s'exercent sur les degrés de liberté maître, puis des forces sur les degrés de liberté esclave. Et de cette même façon-là, il faut venir découper notre matrice de rigidité pour venir respecter ça. Donc, en fait, on a une équation vectorielle ici d'une certaine taille. Et ce qu'on vient dire, en fait, c'est que cette équation vectorielle-là, on pourrait la réexprimer comme plusieurs équations scalaires ou comme plusieurs plus petites équations vectorielles l'une à l'intérieur de l'autre. Donc, on a par exemple la première ligne ici qui est une équation vectorielle, puis une autre ici qui est une autre équation vectorielle. Et donc, ce qu'on va faire quand on veut relâcher des degrés de liberté, c'est qu'on va prendre l'équation ici, la ligne correspondant à notre degré de liberté esclave, et puis on va venir la réécrire ici. Donc, on a les forces esclaves qui vont être la matrice KEM fois les degrés de liberté maître, plus la matrice KEE fois les degrés de liberté esclave. Et ce qu'on vient dire, dans le fond, lorsqu'on vient relâcher un degré de liberté, c'est qu'on va faire en sorte que les efforts ne vont pas être transmis d'un élément à l'autre. Donc, ce qu'on va dire, c'est que les forces, les efforts s'exerçant sur ce degré de liberté esclave-là qui est relâché vont être nuls. Donc, on fixe FE égale à 0. Et donc, en fixant FE égale à 0, ça nous donne une expression, en fait, qui va nous permettre d'exprimer nos degrés de liberté esclaves en fonction des mètres. Donc, on va reprendre cette expression-là ici, et puis on va envoyer ce terme-là de l'autre côté de l'équation, et puis on va prendre KEE, puis on va l'inverser, puis on va l'envoyer de l'autre côté de l'équation aussi. Et ce que ça va nous permettre, c'est d'obtenir une formulation des degrés de liberté esclaves comme étant une matrice multipliée par nos degrés de liberté maître. Donc, on a une relation qui nous permet d'exprimer nos degrés de liberté esclaves en fonction des mètres. Donc, un peu comme au début de la session, on avait les MPC, on avait une expression mathématique ad hoc qu'on avait formulée, en fait, qui nous permettait de relier les degrés de liberté esclaves en fonction des mètres. Et maintenant, on est venu exprimer nos degrés de liberté esclaves en fonction des mètres, mais non pas avec une expression quelconque de notre cru, mais avec une expression qui va faire en sorte que les efforts sur les degrés de liberté esclaves vont être égaux à 0, ce qui va avoir comme effet physique de simuler le relâchement d'un degré de liberté, de faire en sorte que la transmission d'efforts n'a plus lieu. Donc, on a exprimé nos degrés de liberté esclaves en fonction des mètres. Et ce qu'on va chercher à faire maintenant, ça va être d'exprimer tous nos degrés de liberté de cet élément-là, donc les maîtres et les esclaves, en fonction uniquement des degrés de liberté maître. Donc, les degrés de liberté maître en fonction des degrés de liberté maître, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice identité fois les degrés de liberté maître, ça va nous donner nos degrés de liberté maître. Et puis, nos degrés de liberté esclave en fonction des mètres, c'est la relation qu'on vient d'obtenir au transparent précédent. Et donc, tout ça ici, la matrice identité, et puis sur la ligne d'en dessous, notre relation provenant de nos degrés de liberté qu'on a relâchés,
on va réexprimer tout ça dans une matrice de passage P multipliée par nos degrés de liberté esclaves. Et donc, on a exprimé tous nos degrés de liberté comme uniquement nos degrés de liberté maîtres. Donc, on a une expression, en fait, à l'aide de notre matrice de passage qui nous permet de réduire le nombre de degrés de liberté dans notre élément. Et donc, si on reprend la formulation de notre élément, où on avait K fois tous les degrés de liberté qui est égal aux forces qui s'exercent sur cet élément-là, on peut remplacer tous les degrés de liberté, delta M, delta E, par la matrice de passage fois uniquement les degrés de liberté maîtres. Et donc, on se retrouve ici avec une formulation où on n'a que les degrés de liberté maîtres. Et comme K fois P, ça va être une matrice qui ne sera pas carrée, parce que P n'est pas carré, mais on va multiplier le tout par P transposé. Donc, on va avoir P transposé fois K fois P. Et puis, ça ensemble, on va venir dire que c'est une nouvelle matrice. On va venir dire que ça s'appelle K étoile. Donc, P transposé fois K fois P, ça devient K étoile. Ça devient une nouvelle matrice de rigidité. Et cette matrice de rigidité-là, ben, elle multiplie uniquement les degrés de liberté mètre. Et puis, lorsqu'on a P transposé fois toutes les forces qui s'exercent sur notre élément, ben, on va réduire le nombre de forces qui vont devenir maintenant F étoile, qui s'exercent uniquement sur les degrés de liberté mètre. Et donc, en venant relâcher un degré de liberté, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu retirer ce degré de liberté-là de la formulation de notre élément. Et puis, on obtient maintenant une nouvelle formulation pour notre élément qui respecte le degré de liberté relâché avec moins de degrés de liberté dans sa formulation. Donc, c'est un peu abstrait. Donc, je vous propose qu'on le mette en pratique dans un exemple qui est le suivant. Donc, on a un montage avec deux éléments de poutre qui sont encastrés à un bout et puis à l'autre bout. Et puis, on a un effort tranchant P qui vient s'exercer dans le milieu. Donc, on vient mailler ça avec deux éléments de même longueur, de longueur L ici, puis de longueur L, où L vaut 1. Et puis, nos éléments ils ont une rigidité en flexion EI qui est égale à 1.0. Et puis, la rigidité, la matrice de rigidité de nos éléments de poutre, elle nous est fournie. C'est ce qu'on a obtenu précédemment dans les capsules sur la formulation d'éléments finis poutre-colonne. Donc, lorsqu'on vient remplacer L par 1 puis EI par 1.0 dans cette matrice-là, on obtient cette formulation-là qui est un peu plus simple. Et donc, on va avoir deux éléments de longueur L. Donc, un premier élément, notre élément numéro 1, donc lui, il va aller du nœud 1 au nœud 2. Il va faire intervenir V1, θ1 et puis V2, θ2. Et puis, les efforts qui vont s'exercer dessus, ça va être F1, M1, F2, M2. Et puis, pour notre deuxième élément, on va avoir notre élément numéro 2 qui, lui, fait intervenir les nœuds 2 et 3. Et lui, il va avoir les degrés de liberté V2, θ2 et puis V3, θ3. Et puis, il fait intervenir les efforts F2, M2, F3, M3. Et donc, ce qu'on vient faire ici, on a déjà appris à venir résoudre ce genre de problème-là d'éléments de poutre. Mais maintenant, on va venir ajouter une difficulté, c'est qu'on va venir relâcher le moment au nœud 2. On va faire en sorte que les moments fléchissants ne seront pas transmis au nœud 2. Donc, de l'élément 1 à l'élément 2, via l'élément 2, on va venir relâcher la rotation au nœud 2. Et donc, allons-y ensemble. Venons résoudre cet exemple-là. Donc, pour notre élément 1, on a dit qu'on avait les efforts F1, M1, F2, M2 qui vont s'exercer dessus, donc dans l'élément 1. Et donc, sa matrice de rigidité, ça va être 12, 6, moins 12, 6, 6, 4, moins 6, 2, moins 12,
moins 6, 12, moins 6, 6, 2, moins 6, 4. On s'assure que notre matrice elle est bien toute symétrique. Hein? Nos matrices de rigidité sont toujours symétriques. Et puis, pour l'élément 1, il fait intervenir les degrés de liberté V1, θ1, V2, θ2. Et puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir séparer les degrés de liberté maître des degrés de liberté esclave. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on va faire en sorte que la rotation au nœud 2 va être relâchée. Donc, on va venir faire en sorte que notre degré de liberté de rotation au nœud 2 va être relâché. Donc, on va venir découper notre matrice de rigidité et puis notre vecteur d'effort et puis notre vecteur de degré de liberté pour avoir en fait nos degrés de liberté maître ici, V1, θ1, V2, et puis esclave, θ2, et puis découper en fait notre matrice de rigidité comme étant une matrice KMM, KME, KEM, puis KEE, qu'on est venu séparer ici comme ça. Avec nos degrés de liberté maître et puis nos degrés de liberté esclave. Donc, en fait, ce qu'on va venir dire, c'est qu'on va prendre la dernière ligne ici, et puis la dernière ligne, KEM fois delta M plus KEE fois delta E, qui est donc 6, 2 moins 6 fois V1, θ1, V2, puis 4 fois θ2, qui va être égal à notre moment M2. Donc, on va avoir M2 qui est égal à KEM fois delta M plus KEE fois delta E. Et puis ça, en fait, on va venir imposer que c'est égal à 0. C'est là où on vient relâcher notre degré de liberté. M2, on va dire qu'il est nul. Il n'y aura pas de moment qui va être transmis par notre élément à son voisin au nœud 2. Et donc, ça ici, ça va nous permettre de venir réécrire notre delta E en fonction de delta M. On va dire delta E. On va prendre ça ici, on va l'envoyer de l'autre côté de l'équation, puis on va multiplier par l'inverse de KEE. Donc on va avoir moins KEE inversé fois KEM fois nos delta M. Et donc, on a une relation pour nos degrés de liberté esclaves en fonction de nos degrés de liberté maître. Mais nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est réexprimer la formulation de tout notre élément en fonction uniquement des degrés de liberté maître. Donc, on veut réexprimer tous les degrés de liberté en fonction uniquement des maîtres. Donc, ce qu'on va... ça ici, si on vient le détailler, en fait, on avait KEE qui est 4. Donc, l'inverse de KEE, ça va être un quart. Donc, on va avoir moins un quart fois KEM qui est 6, 2, moins 6, multiplié par V1, V2 par nos degrés de liberté maître. Et donc, si on veut réécrire tous nos degrés de liberté, on va avoir nos degrés de liberté maître, puis nos degrés de liberté esclave.
on veut exprimer tout ça en fonction uniquement de nos degrés de liberté mètres. Donc, on va avoir en fait la matrice identité. Et puis, en dessous, on va avoir moins KE inversé fois KEM fois nos delta M. Hop. Et puis tout ça, ça va être fois nos delta M. Donc, nos delta M, c'est la matrice identité fois nos delta M. C'est bien évident, c'est trivial. Puis nos delta E, ben, c'est la relation qu'on avait ici, qu'on obtient en imposant que les efforts sur nos degrés de liberté relâchés sont nuls. Donc, on exprime nos degrés de liberté esclaves en fonction uniquement de nos degrés de liberté mètres. Donc, et puis ça, en fait, c'est notre matrice de passage. Donc, on a une matrice de passage P, qui est ça. Donc, des mètres, on en a 3. C'est V1, θ1, V2. Ça veut dire que ça va nous prendre une matrice identité de 3 par 3. Donc, de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et puis, en dessous, on va avoir cette ligne-là ici. Donc, moins 1 quart fois 6, ça nous fait moins 3 demi. Et puis, 2 fois moins 1 quart, ça nous fait moins 1 demi. Et puis, moins 6 fois moins 1 quart, ça nous fait 3 demi. Et donc, ce qu'on va venir réécrire, c'est qu'on va venir réécrire que notre matrice de rigidité est modifiée. Ce qu'on vient de voir dans les transparents juste avant, c'est que notre matrice de rigidité modifiée, K étoile, ça va être la matrice de passage P transposée fois la matrice de rigidité qu'on avait fois la matrice de passage P. Et donc, notre matrice de passage P, c'est ça ici. Si on la transpose, c'est juste qu'on flippe les colonnes puis les rangées. Et donc, si on vient faire cette multiplication-là, ce qu'on va trouver avec K qui est donné par ça ici, si on vient faire ces étapes de multiplication-là, ce qu'on va trouver, c'est que K étoile de notre élément 1, ça va être 3, 3, moins 3, 3, 3, moins 3, moins 3, moins 3, et 3. Donc, on va avoir une matrice, une nouvelle matrice pour notre élément 1, K1 étoile, qui a cette forme-là. Et puis, cette matrice-là, cette formulation-là pour notre élément n'implique maintenant plus que V1, θ1, V2, ainsi que les efforts F1, M1, F2. Donc, on a obtenu la formulation de notre élément 1 dans lequel on est venu relâcher le degré de liberté lié à la rotation au nœud 2. Donc, on se retrouve avec un élément 1 qui fait intervenir V1, θ1, V2. Et puis, on a toujours notre élément 2, le même élément 2 que tout à l'heure, qui, lui, fait intervenir les 4 degrés de liberté. Et donc, comment est-ce qu'on vient résoudre ce problème-là? Ben, c'est qu'on va tout simplement venir additionner nos deux formulations. Donc, on va gonfler puis additionner nos matrices. Donc, on va avoir F1, M1, F2, M2,
F3, M3. Et puis notre matrice de rigidité, ben, en haut à gauche, on va avoir le K1 qui fait intervenir F1, M1, F2. Donc on va avoir les degrés de liberté V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3. Et donc, notre matrice de rigidité de notre élément 1, elle fait intervenir V1, θ1, V2 pour les efforts F1, M1, F2. Donc, ça va être une matrice qui va être en haut à gauche. Donc, on va avoir 3, 3, moins 3, 3, 3, moins 3. Puis, on va avoir des zéros ici. Puis, on va avoir moins 3, moins 3. Et puis là, après ça, V2 ici va intervenir aussi dans notre matrice de l'élément 2. Donc, la matrice de l'élément 2, elle est écrite ici. Donc, on va avoir 12 ici, plus le 3 en bas à droite de cette matrice-là. Donc, on va avoir 15. Puis pour le reste, ça va être que cette matrice-là pour notre élément 2. Donc, 15, 6, moins 12, 6. Ensuite, on va avoir 0, 0, 6, 4, moins 6, 2. Ensuite, 0, 0, moins 12, moins 6, 12, moins 6. Puis 0, 0, 6, 2, moins 6, 4. Donc, en bas à droite, on a notre deuxième élément. En haut à gauche, on a notre premier élément. Puis il y a juste ici, sur le terme en 15 ici, où on vient additionner le dernier 3 ici de la matrice 1, plus le 12 ici de la matrice 2. Et donc, ça, c'est la formulation dans le repère global de la matrice rigidité de tout le système lorsqu'on est venu relâcher le degré de liberté de rotation dans le premier élément. Donc, comment est-ce qu'on vient résoudre ce genre de problème-là? Ben, de la même façon qu'on fait depuis le début de la session, on applique nos conditions Rive, ensuite on résout. Donc, notre poutre, elle est encastrée. Encastrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la flèche et la rotation sont nulles. Donc, au nœud 1, c'est encastré. Ça veut dire que V1 est égal à 0 et θ1 est égal à 0 parce que c'est encastré. Même chose à V3, θ3, c'est encastré, c'est égal à 0. Ensuite, F2, M2. Mais si on revient dans la formulation du problème, on avait à F2 un effort de 1 qui était appliqué. Et puis à M2, ben, on n'avait rien de dessiné. Et donc, par défaut, c'est 0. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par la suite, tout biffer ce qui multiplie les zéros ici. Donc, on va se débarrasser de ça ici. Et puis, on va se débarrasser aussi des premières rangées avec les efforts inconnus. Et puis, on va ne garder que le 1, 0 ici avec 15, 6, 6, 4, puis V2, θ2. On va avoir 1, 0, qui va être égal à 15, 6, 6, 4, fois V2, θ2. Et donc, comment est-ce qu'on vient résoudre? Ben, on va se débarrasser du 4 puis du 6. Il faut tout simplement venir annuler. Donc, on peut multiplier la première ligne par 2. Puis, on lui soustrait la deuxième ligne multipliée par 3. Donc, on va avoir 2 qui est égal à 15 fois 2, 30, moins 6 fois 3, 18, fois V2, plus 6 fois 2, 12, moins 4 fois 3, 12,
fois θ2. Et donc, si on continue comme ça, on trouve que V2 est égal à 1/6. Et puis, si on vient remplacer 6 fois V2, qui est 1/6, ça fait 1. 4 fois θ2, et donc ça veut dire que θ2 vaut moins 1/4. Et là, il faut faire attention. θ2 vaut moins 1/4, mais il vaut moins 1/4 dans l'élément 2. Hein? V2 va être le même pour l'élément 1 puis pour l'élément 2, c'est le même nœud qui est partagé, mais θ2 ici appartient juste à l'élément 2. Parce que dans l'élément 1, avec notre relâchement de degré de liberté, on est venu faire sortir θ2 de la formulation de notre élément 1. Hein? La matrice de rigidité de notre élément 1, elle n'implique plus que V1, θ1, V2. Il n'y a plus de θ2 ici. On l'a évacué. Donc ça, c'est le θ2 dans l'élément 2. Mais θ2, on peut l'évaluer aussi pour l'élément 1. Hein? Comment est-ce qu'on ferait ça? Degré de liberté esclave est égal à moins KE à la moins 1, KEM fois delta M. Delta E, c'est notre θ2 dans l'élément 1. Donc, notre degré de liberté esclave, c'est notre θ2 dans l'élément 1. Ça va être moins 1/4 fois 6 fois 2 moins 6 fois V1 θ1 V2. V1 θ1 c'est 0. V2 c'est 1/6. Donc moins 6 fois 1/6, ça fait moins 1 fois moins 1/4. Ça nous donne en fait que θ2 dans l'élément 1 vaut 1/4. Donc θ2 dans l'élément 1 vaut 1/4, plus θ2 dans l'élément 2 vaut moins 1/4. Est-ce que ça a du sens? En fait, si on se souvient bien, notre poutre, en fait, elle allait du nœud 1 au nœud 2 et puis au nœud 3. Et puis, on vient tirer dessus par le milieu, puis on a relâché, la rotation au nœud 2. Ça veut dire qu'en fait, qu'on trouve une flèche qui ressemble à quelque chose comme ça, avec notre nœud 2 ici. On est venu appuyer avec une force. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au nœud 2, dans l'élément 1, on a un θ2 qui a une pente positive de 1/4. Puis au nœud 2, dans l'élément 3, on a un θ2 qui a une pente négative, donc qui baisse, de moins 1/4. Et donc, c'est ce qu'on voulait. Hein? On a obtenu ce qu'on cherchait. On a obtenu une rotation qui est relâchée au nœud 2. Et donc, on n'a pas la même valeur de θ dans nos deux éléments. Et donc, qu'est-ce qu'on en tire, en fait? C'est que lorsqu'on vient relâcher un degré de liberté, on le sort du problème. Et à l'aide d'une matrice de passage, on vient exprimer tous nos degrés de liberté en fonction uniquement des mètres. Ça nous permet d'enlever un degré de liberté de notre problème et ainsi de venir relâcher un degré de liberté et résoudre notre problème.